Ma première question, et vous, quand est-ce que vous partez? Bah écoutez, c'est pas prévu. Moi, je suis au Front National puis Rassemblement National depuis que j'ai 16 ans. Donc ça fait 22 ans aujourd'hui. Justement, vous n'êtes pas lassé? Monsieur Zemmour ne pourrait pas vous séduire? Non, parce que moi, je considère on ne quitte pas une campagne à 2 mois d'une élection et on ne quitte pas une candidate avec laquelle on a autant de points communs, avec laquelle on s'est battu. Pour un candidat qui arrive dans une campagne qui sort de nulle part, qui est soutenu par Bolloré et la bulle médiatique, et qui est un antisocial, parce que quand il propose la retraite à 64 ans, quand il propose un grand nombre de mesures qui sont antisociales, moi je ne me retrouve pas là-dedans, je suis fils d'ouvrier, je ne suis pas d'accord avec les mesures de M. Zemmour. Pour autant, il y a quand même eu beaucoup de départs là, ces derniers temps. Nicolas B est le dernier là, à être parti et à avoir rejoint Éric Zemmour. Quand on fait campagne, là, tous ces départs, ces ralliements, c'est pas un handicap quand même? Non, c'est dérisoire et je pense que les gens sont dégoûtés par ça. Quels que soient les gens qui sont quittés, les partis qui sont quittés, etc., que ce soit à droite, à gauche et autres, je trouve que quelqu'un qui fait ça à 2 mois d'une élection, c'est pas un beau spectacle pour la politique, ça réconcilie pas les Français avec la politique. Et quant au départ, bon, on a quoi? On a perdu 6 ou 7 élus sur 300 conseillers régionaux, 3 députés européens. Les gens s'en foutent, ils sont là, il s'agit d'un inconnus. porte-parole quand même. Nicolas B, il s'agit d'un porte-parole qui, en plus, en partant, a des mots assez durs envers Marine Le Pen en disant que finalement, sa candidature suscite une certaine indifférence. Bah écoutez, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que Marine Le Pen, elle fait campagne, elle est sur le terrain et justement, elle voit cette campagne-là. C'est-à-dire que ceux qui partent avec M. Zemmour, c'est pour préparer 2027. Parce qu'ils se disent, on ne gagnera pas cette fois-ci, on prépare 2027. Mais l'urgence, elle est en 2022. C'est maintenant qu'il faut dégager Macron et qu'il faut justement avoir des gens qui se soucient vraiment des Français. C'est pour ça que Marine Le Pen, elle est donnée au second tour. Et elle est donnée face à Emmanuel Macron à 45,5 ou 46% aujourd'hui dans les sondages. Donc elle peut gagner cette élection. Donc aller vers Éric Zemmour n'apporte rien. Est-ce que M. Sanchez, quand même, toutefois, Marine Le Pen, est-ce qu'elle subit pas... Là, c'est une problématique, à mon avis, plutôt interne au sein du Rassemblement national. Son caractère un peu difficile. Le fait qu'elle concentre peut-être un peu les pouvoirs, qu'elle ait du mal à déléguer, à faire confiance peut-être. Est-ce que c'est pas ces symptômes-là, les personnes qui partent aujourd'hui chez Éric Zemmour, ce qu'on entend beaucoup quand même dans leur bouche, c'est les mauvaises relations avec Marine Le Pen? Non, mais je pense qu'un chef de parti, il faut qu'il ait de l'autorité, il faut qu'il ait du caractère. Donc moi, ça ne me choque pas. Même avec sa nièce? Même avec sa nièce? Même avec des membres de sa famille? Mais après, ça la regarde elle, c'est ses relations personnelles. C'est vrai que le fait d'avoir des membres de sa famille dans un parti, ça n'est jamais évident. Mais voilà, enfin moi je pense qu'il est bien qu'un chef de parti ait de l'autorité et du caractère. C'était le cas de Jean-Marie Le Pen, c'est le cas de Marine Le Pen. Ça ne me dérange pas. Y compris demain, parce qu'elle souhaite accéder à la présidence de la République. Il va bien falloir qu'à un moment donné, il y ait un gouvernement, il y ait un Premier ministre, etc. Est-ce qu'elle sera en capacité aujourd'hui de travailler avec d'autres personnalités qu'elle-même? Bien sûr, puisque elle a quand même beaucoup d'élus autour d'elle. Je rappelle qu'on a environ 300 conseillers régionaux, on a une vingtaine de députés européens. Alors du fait de l'absence de mode de scrutin à la proportionnelle, on n'a que 6 députés, alors que, je le redis, on a fait 34% à la présidentielle, 6 députés sur 577. Ça, c'est une anomalie démocratique qui vaut aussi pour Jean-Luc Mélenchon et pour d'autres. Mais elle est très entourée, elle a évidemment une équipe et des gens qui pourront être ministres sans aucun problème. Alors dans le Gard, il y a un député européen, vous parlez des députés européens, c'est Gilbert Collard, bien évidemment. On l'a vu beaucoup aux côtés d'Éric Zemmour, on l'a vu beaucoup dans les meetings également d'Éric Zemmour. Il veut imposer Reconquête sur le territoire du Gard. Aujourd'hui, on a envie de dire que la tête d'affiche dans le Gard, c'est vous, à la tête de la mairie de Beaucaire. Après vous, il n'y a pas grand monde. Mais si, alors vous le verrez aux élections législatives, on aura des candidats dans chaque circonscription, on a des conseillers face à des régionaux. Candidats Reconquête. Mais évidemment, c'est eux qui viennent. Vous n'allez pas vous neutraliser? Ben non, je pense pas, parce que nous avons des élus qui sont implantés, et puis comme Marine Le Pen sera au second tour de la présidentielle, et je l'espère élue, eh bien nos élus et nos candidats seront élus également aux élections législatives. Et justement, ces candidats, est-ce que vous les avez désignés déjà? Est-ce que c'est officialisé sur... Alors, on les a pas rendus publics parce que nous, on attend l'après-présidentielle pour rendre public nos candidats aux législatives, mais la moitié déjà ont été investis, et les autres vont passer dans
dans les prochains jours en commission d'investiture. Est-ce qu'on repart avec Yohann Gillet sur la première circonscription ? L'avenir nous le dira. Voilà, je ne vais pas dévoiler qui est candidat aujourd'hui. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu sur notre plateau. Il a essayé plein de fois déjà. Non, mais je pense que là, on est sur la présidentielle. C'est ce qui intéresse les gens. Les législatives, beaucoup de gens ne savent même pas qu'on vote pour des députés dans quelques semaines. Enfin, il y a un député. Justement, il va falloir mobiliser pour vous. Vous en parlez, oui, il y a les présidentielles, mais les présidentielles, a priori, tout le monde est au courant. C'est une élection qui mobilise. Les législatives, c'est là où il va falloir communiquer. Il va peut-être falloir aussi mener campagne. Oui, mais je pense que ça va se faire après la présidentielle, puisque là, honnêtement, tout le monde s'en fout des législatives. Les électeurs ne savent déjà même pas qui est leur député, parce que souvent, moi je parle pour celle de Nîmes-Beaucaire, je crois que je l'ai vue 2 fois en 5 ans sur ma commune, Madame Dumas, donc on ne peut pas dire qu'elle ait un taux de présence, d'assiduité, de travail énorme dans notre département, et des gens comme ça, évidemment, qui ont voté pour le pass vaccinal ou qui n'ont pas été là ce jour-là, évidemment qu'il faudra les dégager et que tout le monde s'y mette pour le faire. Est-ce que votre principale inquiétude, c'est pas sur la 2e circonscription pour Nicolas Maisonnet ? Écoutez, il est député sortant, je pense que voilà, il a un bilan, même s'il a été élu en cours de mandat. À la suite de Gilbert Collard, je pense qu'encore une fois, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, ou si dans le pire des cas elle était au second tour avec 46 ou 47%, il est évident que nous aurons des députés. La dernière fois, nous en avons eu dans le Gard. Je pense que nous aurons à nouveau des députés dans le Gard. Je vais redonner la parole à Stéphanie Marraine dans quelques instants, mais je vais proposer à nos sociétaires de vous poser leurs questions. On va démarrer avec Philippe. Monsieur Sanchez, dans la perspective évidemment du futur et des futures élections, des futures échéances, je prends un peu la suite de ce que vient de dire Stéphanie. À quel moment vous allez repartir ? Alors repartir vers d'autres territoires, parce que vous avez été candidat dans la région parisienne, j'ai vu, à des élections cantonales, législatives, ici même à Beaucaire, vous êtes le premier magistrat, mais aussi à la région Occitanie. Vous n'allez pas rester dans cette région pour essayer de grandir, pour essayer d'avoir un nombre de postes un peu plus important dans l'avenir. Écoutez, on me prête à chaque fois des intentions. On m'avait dit que j'allais me présenter à Nîmes aux dernières municipales. Je suis resté à Beaucaire, j'ai été réélu au premier tour avec 60%. Donc j'ai pas l'intention d'aller me présenter à Nîmes aux élections municipales non plus dans 4 ans. Parce que le défi est trop grand ou Non, parce que je suis maire de Beaucaire, je vais pas aller me présenter au municipal ailleurs. C'est ma ville, ça fait 8 ans que je mène des projets sur le territoire. Bon, vous savez ce que c'est, hein. Quand on est maire, on s'attache évidemment à la fois aux habitants, à la ville, on prend à cœur les projets, on fait développer des choses, et moi j'ai envie de voir les travaux, quoi, et la suite des travaux. Donc après, quel sera mon avenir ? C'est les électeurs qui en décideront. De toute façon, je pense que... Donc voilà. Vous prenez un peu le contre-pied de certains candidats RN qui sont les spécialistes du parachutage. Oui, dans tous les partis, je crois qu'il y en a. On pourrait en citer à la fois au Parti Socialiste, à la fois chez En Marche. Moi, je suis maintenant ancré, et depuis une dizaine d'années, dans le Gard. J'étais candidat d'abord à Nîmes aux élections cantonales face à Franck Proust. Ensuite, j'ai été candidat aux législatives sur la circonscription de Nîmes-Beaucaire. Et ensuite, j'ai été élu maire il y a 8 ans. Donc ça fait 8 ans que je suis tous les jours dans ma mairie et dans ma ville. Et voilà, je suis attaché aux habitants de Beaucaire. Donc je n'irai pas au municipal ailleurs. En tout cas, après, l'avenir sur d'autres élections, on verra. Pourquoi pas législative ? Je ne suis pas aujourd'hui dans cette optique-là. Voilà, ça n'est pas pour l'instant mon intention. Mais vous verrez après la présidentielle. Dans 7 ans, dans 12 ans, dans 19 ans, nous verrons. Voilà. Cette fois-ci, en tout cas, c'est non. Pas en 2022. Pour l'instant, je ne suis pas parti là-dessus. Voilà. Donc, Julien, votre question à notre invité, le maire de Beaucaire. Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était un scandale démocratique d'avoir si peu de députés alors que vous avez pesé 30% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, et je partage votre analyse. Simplement, ça aurait changé quoi d'avoir 30% de députés Rassemblement National à l'Assemblée au cours de ce mandat ? Ça aurait changé que vous savez que lorsqu'on a un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, on peut justement travailler plus simplement, c'est-à-dire qu'on peut faire des propositions au-delà des aspects pratiques de loi. Et donc il y a tout cet aspect-là, c'est-à-dire on aurait pu mettre au centre du débat des thèmes qu'aujourd'hui on n'a pas pu mettre au centre du débat puisqu'on n'est que 6 et qu'on n'a pas voix au chapitre en fait. Donc on aurait pu imposer des débats et
des thèmes de débat à l'Assemblée. Les séances, je pense que si l'Assemblée était élue à la proportionnelle, dureraient plus longtemps, seraient plus intéressantes à suivre aussi pour les gens, parce que là, on a l'impression d'avoir des types, ils appuient sur un bouton et ça tout passe, quoi. Enfin, tout est voté. Ça veut dire que si jamais vous arriviez au pouvoir, la prime de majoritaire de 30% que vous avez proposée en 2017, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement que ça vous permettrait de gouverner seul et que finalement, une vraie proportionnelle, on doit justement aller trouver des consensus dans la société française au travers de leurs représentants? Non, parce que ce que pense Marine Le Pen, c'est qu'elle veut travailler avec le référendum. Elle veut qu'on ait beaucoup plus de référendums pour donner l'avis au peuple. Elle veut même un référendum d'initiative citoyenne, avec un seuil évidemment, mais je pense que c'est important de réconcilier les Français avec la politique. Alors je peux prendre l'exemple de la Suisse, qui est une nation beaucoup plus petite, mais moi j'aime beaucoup ce mode de fonctionnement pour un pays. Le problème, c'est que les référendums, c'est de la confrontation. On ne peut répondre que par oui ou par non. C'est une façon de diviser des pays, alors qu'une représentation nationale, elle doit être justement capable de s'entendre et de trouver des majorités. Ah oui, mais c'est pour ça aussi qu'on est pour une proportionnelle, parce que il faut que les électeurs se sentent représentés. Je le redis, et ça concerne pas que le RN. Quand on voit que Jean-Luc Mélenchon n'a que 15 députés alors qu'il a fait 18% des voix, on se dit c'est pas normal. Donc si Jean-Luc Mélenchon justement avait 150 députés, si Marine Le Pen en avait 200, ce serait beaucoup plus vivant, parce qu'En Marche au final il représente quoi? Il représente 20% au premier tour. Donc là ils sont surreprésentés et ça donne une image complètement biaisée en fait de la société, et donc ça donne les gilets jaunes, ça donne une insatisfaction et des gens qui ne vont même plus voter, qui vont juste dans la rue protester. Mais ce qu'il faut que chacun comprenne, c'est que c'est par le vote qu'on change, parce que ne pas aller voter, c'est laisser repasser les mêmes qui vont nous mépriser autant et qui vont continuer à faire leur loi. Vous savez, même s'ils sont 20 à 2h du matin à voter, la loi elle passe, donc... Allez, on parle à présent des projets de Beaucaire. Stéphanie, c'est à vous. Exactement, donc le budget primitif 2022 a été voté lundi dernier lors du dernier conseil municipal. Il est fixé à 25 millions d'euros. Il faut quand même noter 5,7 millions de restes à réaliser de 2021. Alors les priorités, si vous pouviez être très succinct sur ces priorités, parce qu'à chaque fois on en parle, il y a la base nautique, on le sait très bien. Je vais être succinct. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que les grands projets dont certains qu'on a pu lancer au début du mandat précédent, parce qu'il y a des délais en urbanisme notamment, il y a beaucoup de choses qui sont très longues en France, et je pense que tous les maires le savent bien. Cette année, donc, on a la concrétisation à la fois du lancement des travaux de la base nautique au mois de mars, c'est-à-dire qu'on a été retenu pour être base arrière Jeux Olympiques en aviron. Au mois de mars, on entame 7 millions d'euros de travaux jusqu'en mai 2023. Ensuite, nous avons des travaux sur nos écoles, 5 millions pour l'une, 7 millions pour l'autre. Donc là aussi, on attaque les travaux de l'école du centre-ville, l'école nationale, cette année. L'école Garrigue-Plane, on termine avec la dernière tranche qui commence cette année. Sud-Canal, nouveau quartier d'habitation, une fois que les fouilles archéologiques vont être finies au mois de mai, on va démarrer au mois de juin, donc 300 logements qui sont donc juste à côté de la halte SNCF de Beaucaire, qui va être réhabilitée et qui met ce quartier à 15 minutes du centre-ville de Nîmes, à 15 minutes du centre-ville d'Avignon. Donc quand on cherche à bien se loger dans des logements neufs, en habitant pas dans les grandes villes parce que ça coûte trop cher, eh bien on peut aller à Beaucaire, dans ce nouveau quartier qui va voir le jour à partir du mois de juin avec les premières constructions. Pour l'ancien, c'est un peu plus compliqué par contre. Pour l'ancien, c'est la réhabilitation. Le centre-ville, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué parce que c'est des logements qui sont énergivores, mais la communauté de communes travaille dessus avec l'OPA, l'amélioration de l'habitat qui est en cours. Il y a 7 millions d'euros mis par la communauté de communes là-dessus. Après, c'est évidemment beaucoup plus long parce qu'il faut que les propriétaires aient envie aussi de réhabiliter et qu'ils aient des moyens parce qu'on ne finance pas 100% évidemment. On a vu apparaître cette fois une ligne sur le renouvellement des véhicules et du matériel de près de 600 000 euros. Alors, cette ligne qu'on a vu apparaître, c'est sur le dossier de presse, je le précise. Oui. Voilà. Donc, c'est certainement une réponse directe à la mobilisation de certains agents municipaux en date du 27 ou 26 ou 27 janvier dernier. D'ailleurs, les conditions de travail de ces agents ont été largement abordées par l'opposition lors de leur prise de parole au conseil municipal. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était une réponse à cette mobilisation? Non, c'est tout simplement chaque année on change des véhicules parce qu'on a une flotte de véhicules qui est importante dans une commune comme la nôtre. Maintenant, il est clair qu'on avait certains matériels qui étaient très anciens et qui parfois dataient de 30 ans. Donc les municipalités qui étaient avant moi auraient pu en changer certains aussi. Donc nous, on a fait au fur et à mesure avec les moyens qu'on a, tout en menant des grands projets qui coûtent cher. Donc on ne peut pas tout faire, il faut choisir aussi. Pour ce qui est de la grève dont vous parlez, de certains employés de la commune... Qui concernait le bien-être quand même
du personnel, les conditions... Je précise juste que c'était la première grève que nous avons eue en 8 ans. On est en année présidentielle, on est en année d'élection professionnelle, donc la CGT évidemment a très envie de ferrailler parce que je suis porte-parole de Marine Le Pen, parce qu'il y a des élections professionnelles et syndicales à la fin de l'année. Et donc on a eu 20 grévistes sur 400. Ce qui fait à peu près 5%. Donc moi j'écoute les employés, je les ai reçus tous un par un pendant donc 20 minutes chacun, tous les employés des services techniques au courant du mois de janvier, et je dois retourner les voir deuxième partie de février, début mars pour faire un certain nombre d'annonces. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que finalement la réponse à ces conditions, en tout cas à ce qui est dit sur ces conditions, les réponses tomberont avec le rapport des risques psychosociaux du personnel. Alors l'analyse des risques psychosociaux, c'est une obligation dans chaque commune, donc pas seulement à Beaucaire, il y en a aussi à Nîmes. Vous êtes d'accord avec moi pour dire ça, le coup tombera à ce moment-là, on saura. Non, enfin ça c'est un document qui doit être présenté, qui sera présenté d'ici la fin du premier trimestre 2022, je l'ai dit, et donc le but de ce document, en fait, c'est d'identifier les risques psychosociaux que peuvent avoir des agents. Ça peut être des ATSEM parce que les enfants sont difficiles ou parce qu'ils ont des contacts avec les parents, ça peut être les policiers municipaux qui peuvent se faire insulter, ça peut être tous les risques psychosociaux qui existent dans chaque métier, de les identifier et de faire de la prévention. Voilà. Ou un mal-être au travail. Écoutez, non, mais c'est aussi quelque chose qui peut être ça peut être tout à fait parmi les risques psychosociaux, ça peut avoir lieu, mais bon, moi je pense pas maltraiter les employés. On leur a maintenu un grand nombre de primes pendant le Covid, on leur a laissé les tickets restaurants, on a fait énormément de choses pour eux, on a revalorisé les tickets restaurants également. Donc je pense que les conditions de travail en mairie de Beaucaire sont pas mauvaises objectivement et que beaucoup de salariés du privé ou de chômeurs aimeraient bien les avoir. Un tout dernier mot dans cette interview. On avait Juan Martinez, le président de la CCBTA, sur notre plateau cette semaine. Oui. Comment vous jugez sa présidence à la tête de la communauté de communes de Beaucaire? Il y a des beaux projets, il y a des entreprises qui s'installent, y compris sur Beaucaire. Vous lui dites merci, bravo. Écoutez, je respecte chaque élu. Même si c'est probablement difficile de dire bravo à un socialiste. Non, ça c'est pas l'histoire, parce que quand quelqu'un fait du bon travail, il faut toujours le reconnaître, quelles que soient les idées. Jean-Luc Gibelin, qui est vice-président communiste de la région, est un très bon vice-président de la région, par exemple. Donc je reconnais quand les gens sont bien, quelles que soient leurs idées. Pour Juan Martinez, il est vrai que j'aurais préféré que la ville-centre, dont je suis le maire, soit à la présidence de la communauté de communes. Je pense que ça aurait été mieux pour le territoire. Maintenant, mon opposition municipale a choisi de voter pour le maire de Bellegarde. C'est comme ça. Vous faites de la diffamation, c'est vote à bulletin secret, comment? Non, mais on s'est compté quand même, Madame Marin. Oui, mais... il n'y a pas eu d'abstention et il n'y a pas eu de vote blanc, donc c'est soit ils ont voté pour lui, soit ils ont voté pour moi. Mais donc, c'est peut-être, mais c'est pointé du doigt, les pointer du doigt. Soyons sérieux, on sait compter les voix quand même, donc mes élus, ils ont voté pour moi. Oui, mais vous faites en fait, il y a une obsession là-dessus. Non, c'est pas une obsession, c'est simplement que je dis que ce serait inenvisageable que la ville de Nîmes, par exemple, ne soit pas à la présidence de l'agglo de Nîmes. Ce serait une aberration. C'est pareil pour Beaucaire. Les élus d'opposition de Bellegarde ont voté pour le maire de Bellegarde. C'est des élus de droite qui ont voté pour le Parti Socialiste. Je signale simplement que les élus de Beaucaire auraient pu faire la même chose, ils ne l'ont pas fait. Mais j'ai pas eu ma réponse sur Juan Martinez. Juan Martinez, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on peut parler. Voilà, je ne dirais pas que c'est un mauvais élu. Je ne dirais pas que c'est un mauvais élu. Je dirais simplement qu'il y a certains projets que j'aurais aimé pouvoir voir aboutir ou j'aurais aimé le voir défendre et qu'il n'a pas encore défendu. Mais je ne m'entends pas mal avec Juan Martinez. Voilà. Merci, Monsieur Sanchez, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions.